Bonjour, permettez-moi permettez-moi de se présenter à vous de la sorte et espérons que cette pandémie disparaîtra le plus vite possible. Dans cette séance, je vais vous présenter un module, bien le premier chapitre du module intitulé « Ensemble des nombres réels ». Ce cours sera présenté par un groupe pédagogique de professeurs assurant le cours. Bien sûr, vous êtes divisés en deux sections. En deux sections, la section A et la section B. Généralement, on vous affecte un amphi cette année, vu la situation que vous connaissez tous. Il n'y a pas d'amphi, donc le cours vous sera transmis par Internet et sera aussi posé dans la plateforme qui a été conçue par notre université, notre faculté des sciences humaines. Donc, la première section a un cours de 8h30 à 10h30 le lundi, la seconde de 10h45 à 10h45 le mardi. Donc, le groupe pédagogique se comporte de deux professeurs qui vont présenter ce cours. La première, c'est Madame Amina Ben Bachir Hassani, qui est chef de département, je tiens à signaler ça, et par moi-même, Abdelkhalq Lamrani. Les travaux de régie sont assurés par les professeurs Abdelkrim Barbara et Hassan Tarlejouri, puis Saad Haroui. Les objectifs de ce module, c'est de comprendre les propriétés fondamentales du nombre réel, savoir les propriétés algébriques et analytiques, notamment la propriété de la borne supérieure et la borne inférieure, apprendre à manipuler des inégalités, savoir faire des démonstrations à l'aide des epsilons, en particulier la convergence du suite, critères de Cauchy pour les suites et pour les fonctions, aussi des limites et la continuité. Le deuxième objectif, c'est acquérir des connaissances concernant tout ce qui est en liaison avec les fonctions d'une seule variable, notamment les fonctions transcendantales visuelles, fonctions circulaires, fonctions hyperboliques, ainsi que leurs inverses. Le troisième objectif, c'est de développer la capacité d'abstraction, résoudre des problèmes d'un type différent de ceux rencontrés au lycée. Le premier chapitre de ce cours portera sur l'ensemble des nombres réels. On attaquera les concepts suivants, majorant, minorant, propriétés d'Archimède. Le deuxième axe, il s'agit des bornes supérieures et inférieures, et c'est le concept le plus nouveau, qui n'a pas été étudié au lycée. Puis on passera à la caractérisation, de l'ensemble R par la propriété de la borne supérieure, les valeurs absolues, on va y rappeler la partie entière, on parlera de la densité de Q de R moins Q dans R, puis les approximations de R par décimaux. Le second chapitre, il portera sur les suites numériques, parlera des suites convergentes, opérations sur les limites des suites, les limites usuelles et les limites or, puis les limites séquentielles et les suites monotones, les suites de Cauchy, et c'est un concept nouveau pour vous. On parlera des suites adjacentes, on met l'accent sur l'erreur d'approximation de la limite, et c'est une occasion d'approcher le nombre réel par le nombre décimaux, encore une fois. On parlera aussi des critères de convergence, des suites extraites, avec les valeurs d'adhérence et les théorèmes de Bolzano-Weierstrass. On close ce deuxième chapitre, par des suites récurrentes. Le troisième chapitre, il s'agit des fonctions numériques d'une variable réelle, parlera des limites d'une fonction, la caractérisation séquentielle des limites, les opérations indirectes sur les limites, continuité, théorème des valeurs intermédiaires, image d'un intervalle et d'un segment par une application continue, parlera des fonctions monotones, le théorème des limites monotones, le théorème de déjection, les fonctions réciproques, les fonctions circulaires et hyperboliques. On parlera aussi d'un nouveau concept, c'est de la continuité uniforme et des fonctions épicéennes, et puis le théorème de... Le quatrième et dernier chapitre, il s'agit de la vulnérabilité. On donnera
quelques définitions de la dérivée, surtout on a un point, la dérivée à gauche et à droite, et le lien entre ces trois concepts. On donnera une interprétation géométrique de la dérivée et on passera aux opérations sur les dérivés. Le deuxième axe, c'est la dérivation de la fonction réciproque, dérivation des fonctions arc et des fonctions arc, puis le théorème de Rolle et ses accroissements finis et quelques applications. Au chapitre 1. Donc, les nombres réels. Bien sûr, je rappelle que ce cours va être présenté, il a été élaboré en codirection bien oui. Donc c'est un travail de groupe, il a été conçu par moi-même et Madame Amina Benachir Hassani, chef du département de notre département de mathématiques à la faculté d'Admetz. Donc voilà les emails académiques. Vous aussi, vous avez des emails académiques, vous devez les utiliser. Donc le plan de ce cours, ça veut dire les grands paragraphes de ce cours sont, on donnera une introduction, quelques historiques sur le concept de nombre réel, on parlera des ensembles ordonnés, on donnera des définitions, on rappelle quelques rappels sur le nombre Q, des nombres rationnels seront donnés, puis on introduira l'ensemble R du nombre réel, on donnera une définition et surtout le lien de R avec la branche supérieure et inférieure. On rappellera la définition de partie entière et les approximations d'un réel par des décimaux. Les parties entières la partie entière d'un nombre réel et les approximations d'un nombre réel par décimaux sont données dans ces petits paragraphes. Les propriétés, on donnera quelques propriétés topologiques de R, à savoir les intervalles et les voisinages d'un nombre réel. On termine par donner deux résultats concernant la densité de Q et de R-Q dans R. Donc, je passe au premier axe, qui est une approche historique. Et naturellement, je vais commencer par votre histoire. Dès la naissance, chacun de nous, de vous et de vous, on commence à manipuler les ondes naturelles, support matériel, ainsi que l'opération semble. Il s'agit de rassemblement des objets. La différence et la division sont rarement utilisées. On manipule aussi les décimaux et les rationnels positifs sous forme d'objets. La notion d'ordre et l'opération multiplication sont vécues dans cette âge sans pouvoir les remarquer. Au primaire, dès la première année du primaire, on commence à manipuler les entiers naturels et leurs écritures comme des êtres absolus à partir des objets et des opérations prises multipliées, ainsi que l'ordre. On introduit par la suite les nombres décimaux et les rationnels positifs. Et les trois dernières, et les rationnels positifs durant les 3 dernières années de ce cycle du primaire. L'introduction de 3,14, la valeur décimale approchée du nombre réel et rationnel, puis se fait en géométrie, en calculant le périmètre, la surface d'un cercle. On introduit aussi le nombre rationnel 22/7 comme valeur approchée rationnelle de son nombre. Au collège, on introduit des nombres entiers et des décimaux relatifs, ainsi que les 4 opérations et l'ordre. En première année, au début de deuxième année, on introduit les nombres rationnels et les opérations et l'ordre sur cette classe des nombres, vers la fin de cette année. Grâce au théorème de Pythagore, on introduit des exemples de nombres irrationnels de la forme racine de 2, racine de 3, etc. Le concept des nombres réels est ainsi introduit. Les 4 opérations et l'ordre sur ces nombres sont effectués. Au lycée, et autres en commun, spécialement, donc on introduit des ensembles de nombres n, z, d, q et r. On écrit
N et Z en extension, D et Q en compréhension, tandis que R est défini comme réunion de Q et l'ensemble de tous les nombres irrationnels. On en dit la fameuse suite d'inclusion, N est inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans T, inclus dans R. Toutes les définitions et propriétés concernant le nombre réel, vues comme éléments de R, les quatre opérations, l'ordre et opération et ordre sont appelées et mathématisées. Les concepts de la valeur absolue et intervalle sont introduits grâce au concept de l'ordre et la droite numérique. Au deuxième année du baccalauréat sciences mathématiques, on présente Z plus multiplié comme exemple d'un nombre commutatif caractère et Q plus multiplié R plus multiplié comme exemple de corps commutatif. En ce qui concerne l'histoire de concept, l'histoire humaine, bien scientifique du concept, donc c'est vers 1800 avant Jésus-Christ, 1800, quelques tablettes babyloniennes donnent à résoudre sous la forme de problèmes concrets ce que nous appelons maintenant des systèmes linéaires de deux équations, deux inconnues, position rationnelle. Par exemple, on trouve ce système. Et bien sûr, on remarque la présence des ondiers de cette opération moins, puis des nombres qui sont rationnels. Et voilà. Donc déjà, 1800 avant Jésus. Oui. À l'époque de Pythagore, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ aussi, chez les Grecs, bien sûr, on trouve déjà l'introduction, bien la découverte du premier nombre irrationnel, racine de pi. L'époque d'Euclide, toujours vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, on sait construire à la règle et au compas un carré du plan dont l'aire est le double de celle du carré unité. Par exemple, la longueur L des côtés de ce carré vérifie l'équation x au carré égale à 2.1 égale à 2. Il est facile de voir que L est aussi égale à la longueur de la diagonale du carré unité, comme il est montré dans cette figure. Voilà le carré, unité, le voilà, ABCD, A, B, C, D. Donc, la dimension c'est 1, la longueur de l'un de ces côtés c'est 1, donc celui-là c'est 1, celui-là c'est 1, c'est un carré. Puis voilà le carré dont la longueur d'un côté vérifie l'équation x au carré égale 1. Donc c'est facile de le construire. Voilà, je trace ce carré, puis voilà la diagonale, et avec le compas, je peux dessiner même un nombre vérifiant x au carré égale à 2. X au carré égale à 2. Ce nombre est facile à construire à la règle du compas, et pourtant, nous allons démontrer qu'il n'est pas rationnel. Donc, on le voit, elle est là, on le dit ici, mais ce n'est pas un nombre rationnel, ça veut dire que je ne peux pas l'écrire sous forme d'un rapport d'un nombre entier naturel et d'un autre nombre entier naturel. L'époque de Peano et d'Étienne est qu'un cas. Vers le 19e siècle, c'est après Jésus-Christ, bien sûr, les mathématiciens aboutissent par une démarche rigoureuse à la première construction du corps des nombres réels. Maintenant, on a défini, dans cette époque, on a défini les nombres entiers. Donc voilà la démarche de construction naturelle de manière asymétrique, c'est bien nous qui avons ça. Puis, à partir des nombres entiers naturels, on construit successivement les nombres entiers relatifs et les nombres rationnels et décimaux. Et enfin, les nombres réels. L'époque de Dedekind, c'est un Allemand, c'est 1831-1916, déjà le 19e et le 20e siècle. C'est à ce mathématicien, vers la fin du 19e siècle, 1872, que revient le mérite de présenter la première construction basée sur la notion de section au couple. Maintenant, pour l'époque de Cantor, 1845 et 1918, c'est un Allemand ici. Donc, je m'excuse. Donc, une autre méthode de construction de R
est basé sur les suites de Cauchy cette fois-ci et donné par ce grand mathématicien. Voilà une photo de Georges Cantor. Il existe plusieurs méthodes, autres que ces deux, au moins 5, à notre connaissance, de construction de l'ensemble des nombres réels, à partir des nombres réels qui reposent presque toutes sur la notion d'ordre, et non seulement sur les opérations comme pour les ensembles Z, D, F. Parce que ces ensembles ont été construits en utilisant des opérations somme et différenciation. On démontre heureusement, même s'il y a beaucoup de méthodes, on démontre heureusement que toutes ces méthodes sont équivalentes, au sens où les objets construits ont une structure de corps commutatif archimédien complet, notion que je vais définir par la suite, et qu'un tel objet est unique à isomorphe libre. C'est un théorème difficile à démontrer. Dans ce cours, on ne s'attachera donc pas à une construction précise du corps des nombres réels, mais plutôt à ses propriétés telles qu'elles sont énoncées par la suite, et notamment la propriété de la borne supérieure, étroitement liée à l'ordre, qui distingue Q de 1. C'est l'absence de cette borne supérieure Q pour certaines parties non vides et majorées de Q qui matérialise les trous de Q. Ainsi, en plus des deux opérations plus multipliées, c'est la multiplication, qui prolonge celle dans Q et qui ont les mêmes propriétés, le concept d'ordre est aussi fondamental dans la construction de R, ce qui explique son introduction et utilisation tout au long de ce chapitre, en particulier et dans tout ce cours d'une manière générale. Voilà quelques propriétés de Q. J'ai évoqué le mot archimédien. Le corps Q, que vous connaissez, vérifie une propriété qu'on va appeler par la suite propriété d'Archimède. Savoir, pour tout A de Q, pour tout A et B de Q, tel que A est positif, il existe un entier naturel N tel que NA suppressé comme A. Donc, le cours que vous allez recevoir, ou bien voir, ou bien contempler dans le site de la faculté, contient la démonstration, soit A appartenant à Q, et bien un élément de Q tel que, bien sûr, le A est positif. Donc il s'agit de montrer qu'il existe un entier naturel N, donc montrons qu'il existe un entier naturel N, tel que, bien sûr, le NA est supérieur sur moi. Bien sûr, on voit que si ce B, parce que c'est un nombre rationnel quelconque, il y a deux cas. Ce B, s'il est négatif, donc si B est inférieur ou égal à 0, alors on sait que le A est positif strict, donc multiplié par un nombre quelconque de N, j'obtiens un produit qui est supérieur ou égal à 0, donc j'ai le résultat. Parce que le 0, elle est toujours sur le plus grand des entiers négatifs, donc 0 supérieur ou égal à B. Donc le résultat est vérifié. Maintenant, si le B est positif strict, alors notre propriété à démontrer, cette propriété, elle est équivalente à la propriété suivante. NA supérieur strictement à B, ce N ou N appartenant à R, n'est pas défini, c'est le N qu'on cherche. Donc, le NA supérieur strictement à B, il est équivalent à N, parce que je cherche le N, c'est comme nous sommes en train de résoudre une équation, dont l'inconnu c'est N. Supérieur strictement à B, soit B sur A, que je peux l'écrire aussi, c'est B multiplié par A-1. Donc A-1, c'est 1 sur A. Mais ce B sur A
B sur A étant un entier positif strict. Étant un entier positif strict. Et puisque B, c'est un entier, pardon, B sur A, c'est pas un entier strict, je m'excuse, B étant un entier positif strict, A étant un entier positif strict, donc le B sur A, pardon, je m'excuse, le B, c'est un rationnel, mais il est positif strict. Le A, c'est un rationnel, les excuses. Donc le B sur A est un rationnel positif strict. Et c'est pourquoi je vais l'écrire. B sur A, elle appartient à Q étoile plus. Ça veut dire, puisqu'il s'écrit comme ça, puisque c'est un rationnel, pardon, vous connaissez déjà, et je vais rappeler ce résultat, que, il existe un P sur Q, où le P appartenant à n étoile et le Q appartenant aussi à n étoile. En général, un rationnel, c'est comme P sur Q avec P appartient à Z et le Q appartient à n étoile. Mais puisque le B sur A est strictement positif, donc on peut choisir son nombre entier positif strict, celui-là, positif strict. Et bien sûr, tel que B sur A, elle est égale à P sur Q. Et voilà, j'ai le résultat. Parce qu'on cherche un entier naturel tel que le NA supérieur sur B, ça veut dire le N est supérieur sur B sur A. J'ai déjà un N, par exemple le P. Pourquoi? Parce que le P appartient à N, donc supérieur ou égal à 1. Le Q est supérieur ou égal à 1, donc P sur Q. Si je prends N égale à P, j'aurai la chose suivante. P, pour le N égale à P, on a le N, elle est supérieure ou égale à P, ou bien à N sur Q, parce qu'on a pris le N égale à P. Mais le N sur Q, elle est égale, elle est supérieure, donc elle est égale, donc supérieure égale à B sur A. Mais je ne veux pas ça. Je veux un supérieur strict. Donc j'ai un autre nombre qui peut être choisi facilement. Il suffit de faire quoi? Il suffit d'ajouter ici un bien un 2, bien un 3. Donc au lieu de prendre N égale à P, je vais prendre N égale à P plus 1, ou bien 2, ou bien 3, et ainsi de suite. Un entier naturel. On a donc, dans ce cas, j'ai le N, c'est P plus 1, il est supérieur strictement à P. Et le P, il est supérieur ou égal à P sur Q. Parce que ce nombre est supérieur ou égal à 1, donc P sur Q est inférieur ou égal à P. Et celui-là n'est rien d'autre que B sur A. Ainsi, vu cette équivalence, on a ça, donc on a ça. Donc, il existe un N qui appartient à N, même il appartient à l'étoile ici, tel que N supérieur strictement, ou bien NA supérieur strictement à P. Donc, on est dans les deux cas, on vient de construire, on vient de montrer l'existence d'un entier vers la propriété, et voilà, la propriété d'Archimède est démontrée. Une petite remarque très intéressante concernant cette propriété d'Archimède. Cette propriété est fondamentale. Il signifie que dans Q, il y a des nombres rationnels aussi petits qu'on peut. On dit alors que Q plus multiplié inférieur égal est un corps archimédien. On a déjà rappelé que c'est un corps. Maintenant, cette relation d'ordre cette propriété confie à Q d'être un corps archimédien. Le nombre racine de 2, dont on a parlé auparavant, est facile à construire à la règle combat, grâce au théorème de Pythagore. Et pourtant, nous avons démontré qu'il n'est pas rationnel. Voilà. Construction. Donc, il suffit de construire un carré dont la longueur de l'un de ses côtés est 1,
Et voilà, l'hypoténuse vaut racine de 2 grâce au théorème de Pythagore. Mais ce racine de 2, comme on va montrer, il n'appartient pas à plus. Par le même procédé, on peut réaliser la spirale de Pythagore ou le tuteur de Cérès, qui permet de construire successivement à la règle et au compas toutes les grandeurs réelles dont le carré est un entier naturel non nul. Voilà la spirale de Pythagore ou bien le tuteur de Cérès. Donc, je vais vous présenter une vidéo qui illustre la construction de ce nombre. Et je vais vous parler de la spirale de Théodore de Cyrène. Théodore de Cyrène est un mathématicien grec qui a vécu entre Pythagore et Euclide, et qui était donc le professeur de mathématiques de Platon. Alors, pour Pythagore, toute chose est nombre entier ou rapport de nombres entiers. Et donc, dans le monde grec de Pythagore, lorsqu'on s'est rendu compte que, eh bien, le triangle rectangle isocèle, dont les côtés sont 1, que l'on peut facilement construire à la règle de compas, que racine de 2, l'hypoténuse, n'est pas une fraction de 2 nombres entiers, c'était la première crise. Et Théodore de Cyrène a continué cette construction en rajoutant ici un côté de longueur 1 à la longueur racine de 2 obtenue pour obtenir un nouveau triangle rectangle dont le côté, d'après le théorème de Pythagore, maintenant est racine de 3. Et il a enchaîné ça jusqu'à 17. Et Platon lui attribue le résultat que lorsque le nombre sous la racine n'est pas le carré d'un nombre entier, alors la racine de ce nombre n'est pas la fraction de 2 nombres entiers. Alors, on ne sait pas comment Théodore de Cyrène a démontré ce résultat, parce que toutes les traces historiques sont perdues, et donc nous ne pouvons que spéculer sur la manière dont il l'a fait, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais il est clair que dans la Grèce antique, la méthode moderne liée à l'arithmétique ne marche pas, et donc la preuve était probablement très géométrique, de nature. Alors la première chose qu'on peut vérifier, c'est que l'hypothèse que racine de 2 est une fraction de 2 nombres entiers est en fait une hypothèse très géométrique, car en mettant au carré, on obtient que m carré, c'est n carré plus n carré. Avec le théorème de Pythagore, c'est donc équivalent à dire qu'il existe un triangle rectangle isocèle dont les côtés sont entiers. Ça, c'est équivalent à dire que racine de 2 est la fraction de 2 nombres entiers. Alors, la manière dont Théodore de Cyrène a montré son théorème est probablement voisine de celle d'une preuve récente de Thom Apostol, qui est de la manière suivante. Il procède en disant, supposons que racine de 2 est une fraction de 2 nombres entiers, c'est-à-dire que le triangle rectangle isocèle rouge existe. Alors, il prolonge ce côté ici, il reporte la longueur d'un des côtés sur l'hypoténuse et la longueur de l'hypoténuse sur ce prolongement. Puis, il relie les 2 points. Et maintenant, on se rend compte que la figure est symétrique par rapport à l'axe vert, et donc, l'angle de 45 degrés ici se répercute là, et donc, ici, le petit triangle, est un triangle rectangle isocèle de nouveau. Et on voit aussi que comme ça, c'est la longueur n, et ici, c'est n moins n, eh bien, la longueur de l'hypoténuse, qui est la même que celle-ci, est 2n moins n. Nous obtenons donc que l'hypothèse que racine de 2 est la fraction de m et de n entraîne que racine de 2 est aussi la fraction de 2 nombres rationnels plus petits, strictement plus petits, et donc nous obtenons une descente par l'infini, c'est-à-dire que chaque fois la construction donne une fraction plus petite, ce qui est impossible puisque les entiers sont supposés des entiers positifs. Et donc, ce n'est pas vrai, racine de 2 n'est pas la fraction de 2 nombres entiers. Alors nous pouvons continuer la construction de Théodore de Cyrène, et maintenant aller au-delà du 17. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la question de savoir, est-ce que les points que nous construisons ici, et le centre de la figure, est-ce qu'à un moment donné, 2 points et le centre sont alignés? C'est-à-dire, est-ce que 2 demi-droites ici sont sur le même droit?
Et vous voyez, si on continue, eh bien, ça continue à l'infini. Donc, est-ce que ici, 3 points, le centre et 2 autres points sont alignés? Et c'est une question, parce que les mathématiciens creusent toujours plus loin. Donc c'est une question que s'est posée Erich Teufel en 1958, et il a montré qu'une droite, passant par l'origine et un des points, ne contient aucun autre de ces points. Voilà. Merci pour votre attention.